Nous vivons en un siècle où la machine est reine. Partout dans les usines du monde entier, elle forge des instruments modernes conçus par l'homme, avide de besoins toujours plus extravagants, de prétentions plus diaboliques. On ne sait plus du reste où se limitent ses aspirations. Pour assouvir sa soif d'évasion, il en arrive, comble de contradictions, à devenir l'esclave de ses étonnantes découvertes. Ainsi, cet homme, qui est-il? À quel étrange cérémonial se livre-t-il? Quelle est sa secrète perspective pour accepter de s'emprisonner dans cette sorte de scaphandre digne d'une autre planète? Le monstre qu'il s'apprête à chevaucher ferait-il de lui l'homme de l'espace? Gérard Muselli, pilote d'essai, va tout simplement contrôler un nouvel avion récemment sorti d'usine. Cet avion, pourtant, sort de l'ordinaire. Sa forme, ses secrètes entrailles, ses performances, ses possibilités innombrables lui confèrent des titres de noblesse et justifient son nom. Le Mirage 3, dernier né des avions de combat, est un des rares appareils européens capables de voler 2 fois plus vite que la vitesse du son. Mais s'il a été conçu pour rester discipliné entre les mains de son pilote, ce dernier se doit de faire corps avec sa machine avant de l'entraîner dans le plus grisant des ballets, un ballet qui s'exprime en plein ciel et dans les 3 dimensions. Ce monoplace se contente de 700 mètres de piste pour se libérer du sol. Il ne tardera pas à atteindre les plus hautes altitudes. Surpris en plein vol, il semble étonnamment docile. À l'atterrissage, son aile triangulaire lui donne une attitude peu conventionnelle. Pour couper son élan et réduire sa course au sol, il déploie, non sans panache, son parachute frein. Il n'a que faire de pistes démesurément longues. Ce vol, après tant d'autres, a permis à ce pur sang du ciel de confirmer ses possibilités.
l'histoire de cet avion commençant au ministère de l'Air. C'est là que réunions et conférences permettent aux idées de se confronter. Les impératifs de la tactique doivent trouver une issue. Le but à atteindre détermine les données d'une machine encore toute théorique. Alors, les techniciens entrent en jeu. Leur science et leur expérience doivent donner leurs mesures, toutes leurs mesures, pour réaliser ce qu'exige l'état-major. Partout, les moyens les plus efficaces sont mis en œuvre. L'orchestre des machines-outils entame son assourdissante symphonie. Au banc d'essai, le réacteur SNECMA Attar est amené à sa puissance maximum. Sans répit, l'œil en éveil, les expérimentateurs sont là, inquisiteurs à la façon d'alchimistes exigeants. Des contrôles, il en faut. Le propulseur n'a pas le droit d'être défaillant, de sa vitalité dépend la sécurité. Pour analyser chacune de ces pulsations, d'innombrables cadrans énigmatiques sont là, comme des témoins assermentés. Mais le Mirage a la particularité de posséder une seconde source d'énergie. Utilisé pour atteindre les hautes altitudes, son moteur fusée est également soumis à des tests de nature à faire frémir Vulcain lui-même. Ainsi, fruit d'un travail coordonné entre différentes firmes, le prototype prend forme. Dans ses flancs, il s'agit d'incorporer d'un seul tenant l'énorme et puissant réacteur qui bientôt hurlera dans l'espace. Organe par organe, tout est soumis à d'interminables vérifications. Robustesse, précision et endurance sont les trois obsessions de l'aéronautique. Rien n'est laissé au hasard. Inlassablement, les tests sont répétés sous l'œil vigilant des spécialistes, conscients de leur lourde responsabilité. Finalement, par un beau jour de 1958, tout est prêt. Le chef pilote d'essai a attendu ce rendez-vous avec le prototype. Il est impatient de se mesurer à la machine dont il a suivi tous les stades de construction. Le rôle du pilote est lourd de responsabilité. Pourtant, il ne voudrait pas décliner l'honneur qui lui échoit. Il sait qu'autour de lui, les cœurs battent à l'unisson, révélant secrètement cet esprit d'équipe indispensable à toute réalisation de semblable envergure. Ce vol est l'aboutissement de tant d'efforts, de tant d'heures de travail acharné.
Quel orgueil compréhensible doivent connaître ces hommes, conscients de toucher là l'espoir d'offrir aux pilotes militaires l'arme la plus rapide et la plus redoutable qu'ils aient jamais connue. Alors le réacteur se met à rugir dans un hurlement qui crie la confiance. De ce laboratoire mobile qu'est la voiture de piste, les techniciens sont en contact radio avec le pilote. Très loin sur le terrain, avec la majesté et le rythme un peu solennel qui entourent les grands événements, le prototype va chercher sa piste. Et puis, c'est le départ. La ruée sur la bande de ciment qui lui ouvre la voie de la liberté. Pour la première fois, le Mirage 3 va flairer le ciel. Certes, l'avion a prouvé qu'il pouvait voler, mais ce n'est là qu'une première étape. De cette merveille technique, il faut faire un appareil polyvalent, c'est-à-dire adapté aux missions les plus variées. Son nez, désormais, sera pourvu d'un radar. Deux canons sont noyés dans ses flancs. Et puis, selon le rôle qu'il a à remplir, le voici à même d'emporter un engin RR. Des paniers lance-roquettes à la silhouette inquiétante. Des bombes pour les attaques à basse altitude. Pour augmenter son autonomie, il peut se charger de bidons de carburant. Et n'hésite pas à voir plus grand si cela est nécessaire. Enfin, pour s'acquitter de missions d'interception à haute altitude, il s'enrichit d'un moteur fusée crachant le feu. Voici le 18 juin 1959. Gérard Muselli décolle pour un vol qui restera historique. En effet, dûment contrôlé, il effectue un vol en circuit fermé à la moyenne de 1785 km à l'heure, histoire de se distinguer et de ramener en France le record du monde de vitesse. Pourtant, le Mirage 3 mérite mieux encore. Il lui faut la consécration de la production de série. Si l'automobile justifie d'importantes installations et de puissants moyens industriels, l'aviation, elle aussi, dispose en France d'impressionnants halls d'assemblage capables de sortir des avions à cadence accélérée. De leur côté, les sociétés de construction de propulseurs ne sont pas en reste. Chaque réacteur Attar, destiné au Mirage 3, développe, soit dit en passant, la puissance équivalente à celle de 7 locomotives. Les machines-outils, dont certaines font figure de mastodontes, sont à l'échelle des pièces qu'elles ont à façonner. Les bancs d'essai pour le contrôle des productions de série répondent aux derniers cris de la technique.
Grâce à ses possibilités, le Mirage 3 n'est plus seul de son espèce. C'est par centaines que ces avions sont appelés à sortir pour moderniser les escadres de chasse. Mais comment permettre aux pilotes de se familiariser avec un tel appareil? La solution la plus logique n'était-elle pas de réaliser un biplace aussi semblable que possible au monoplace? Directement dérivé de son aîné, le Mirage 3B décolla pour la première fois le 20 octobre 1959. Nous le surprenons au retour d'un vol d'entraînement. Cet avion qui concrétise les vues futuristes d'hier ne restera pas longtemps au repos. Cette fois, il repart comme leader d'une patrouille. Ainsi, après avoir conçu un monoplace et un biplace à aile delta, plus de 2 fois supersonique, et s'appuyant sur une longue expérience industrielle, la générale aéronautique Marcel Dassault les produit en grande série pour l'armée de l'air française et les propose aux forces aériennes étrangères.